C'est l'heure du magazine politique sans générique cette fois. Délivrer des débats sur le budget 2027, les partis politiques se concentrent sur la présidentielle désormais. Les candidats se ramassent à l'appel. Marine Tondelier pour les écolos, François Ruffin pour les écolos aussi mais les gauches radicales, David Lisnard, le maire de Cannes chez les Républicains. Et ce matin, Jérôme Guedj au Parti socialiste, méfiant d'un PS qui pourrait être attiré par les idées de Jean-Luc Mélenchon. Il espère faire échouer une primaire voulue, souhaitée par Ruffin et compagnie. Quant à Marine Le Pen, son sort reste suspendu à la décision des juges. La droite, elle, est empêtrée dans sa guerre des chefs. Et puis, on parlera de la pression sur Jack Lang, qui s'intensifie. L'ancien ministre de la Culture de François Mitterrand est sommé de démissionner de l'Institut du monde arabe après les révélations de son amitié avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. On en parle avec nos éditorialistes. Valérie Lecable, lejournal.info. Bonsoir à vous, merci d'être là. Michel Cotta, bonsoir à vous, éditorialiste à Paris Match et vous êtes aussi documentariste, écrivain. Voilà. Et Henri Vernet, éditorialiste à France TV. Merci d'être avec nous. Et Brice Sokol, vous êtes politologue. Merci d'être aussi à nos côtés. Alors, il ne pense qu'à ça, la présidentielle, avec un argument à être le seul à pouvoir être une alternative au Rassemblement national. Ce matin, Jérôme Guedj, spécialiste des questions sociales au PS, s'est lancé dans le grand bain. On l'écoute. Je suis aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle pour porter la voix d'une gauche républicaine, la voix d'une gauche européenne, la voix d'une gauche universaliste, laïque, d'une gauche sociale, écologiste. C'est la majorité du peuple de gauche qui partage cette orientation. Et c'est aussi, et c'est extrêmement important, ce qui nous permettra pas uniquement de témoigner en 2027, parce que c'est une voix qui est respectée au-delà de la gauche. Et moi, je ne me résous pas à la victoire annoncée du Rassemblement national. Je souhaite qu'un candidat de gauche porteur de ces valeurs et de cette orientation soit présent au deuxième tour et puisse séduire au-delà des rangs de la gauche. Voilà, donc l'espace semble quand même assez saturé et on n'est qu'à 1 an et quelques mois de la présidentielle. Alors dans tous les partis, excepté le Rassemblement national qui aura soit Bardella ou Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à LFI, pour le reste, c'est l'inflation des candidatures, d'autant qu'au PS, on attend pour l'instant la décision d'Olivier Faure, le premier secrétaire du parti. Pourquoi, dans le fond, Jérôme Guedj se lance comme ça, fleur au fusil ? Est-ce que c'est une façon de vouloir tuer l'effet primaire, la primaire en tout cas, des autres primaires de cette gauche, avec Tondelier, Clémentine Autain, Ruffin, etc. Alors, très rapidement, à gauche, il y a 3 piliers. Il y a Jean-Luc Mélenchon, qui est tout seul. Il y a ce qu'on appelle la petite primaire de la gauche, qui est menée par Olivier Faure avec Marine Tondelier, François Ruffin et les autres. Et il y a le clan social-démocrate, composé de Raphaël Glucksmann, François Hollande et Bernard Cazeneuve. Le problème, c'est que ces 3-là ne se sont pas déclarés encore. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils reniflent, ils regardent. Raphaël Glucksmann est sondé, mais personne ne s'est déclaré. Et il ne vous a pas échappé que la petite primaire avance. Ils ont dit le 11 octobre, on fera le scrutin pour choisir le candidat. Donc, Jérôme Guedj, qui est de notoriété publique proche de Raphaël Glucksmann, il est toujours à tous ses meetings, tous ses rendez-vous, etc. Lui, il dit, moi, je vais me déclarer parce que on va pas laisser les autres avancer et nous rester sur place, en fait. Puisque c'est dans l'esprit des uns et des autres, mais personne ne s'est encore lancé. Donc, d'abord, je pense que ça l'amuse. Parce que mais si son copain est Glucksmann, alors il va... Oui, mais le problème de Raphaël Glucksmann, c'est que, il ne se décide pas encore parce qu'il attend de voir les sondages et que tout le monde attend de voir les sondages. 2, il avait promis une plateforme programmatique qu'on devait voir en juin dernier et qu'on attend toujours. Donc, Jérôme Guedj, qui a dit qu'il allait faire une plateforme programmatique, il va essayer de le faire avec son ami. Donc, Michel, c'est de la stratégie, effectivement, tout ça, ou c'est de l'enflure personnelle ? Deux choses. D'abord, la victoire d'Emmanuel Macron a montré qu'à 38 ans, puisqu'il avait 38 ans à l'époque, sans avoir exercé jamais aucun mandat, ils sont vraiment en partie. On pouvait non seulement être candidat, mais gagner.
pendant que les autres s'empêtraient d'ailleurs entre nous dans la primaire. Enfin bon, donc ça c'est l'exemple. Et puis maintenant, alors, le candidat du mouvement national qui sera sûrement Bardella, d'après ce qu'on le voit. Alors lui, pour le coup, il a moins de 30 ans. Donc bon, voilà. Tout est permis parce qu'au fond, les plus jeunes y vont, pourquoi pas nous. Et puis le deuxième point, je crois que Jérôme Guedj, ce sur quoi il veut capitaliser, et je ne suis pas sûr qu'on puisse capitaliser là-dessus, c'est sur l'alliance objective entre Olivier Faure et le Premier ministre pour arracher un budget, entre guillemets, plus social-démocrate qu'avant. Donc, il y a la nécessité ou pour le budget prochain, oui, il y a l'envie de faire renaître une social-démocratie. Le seul problème est que la social-démocratie partout en Europe est plutôt en difficulté. Donc, on voit bien que puisque le chef de file ne se déclare pas, en l'occurrence Glucksmann, on voit très bien pourquoi Jérôme Guedj, qui a participé activement aux négociations entre le Parti socialiste et le Premier ministre pour ce budget, a avancé sa candidature. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne risquent rien, il y a que ceux qui n'ont rien à perdre, qui risquent quelque chose, parce que tout est possible dans les mois qui viennent. Donc, il peut aussi retirer sa candidature et aussi accepter une primaire. Parce que Valérie le disait, Stéphane et Henri, il y a aussi la candidature potentiel de François Hollande qui, lui, on sent bien qu'il a envie d'y retourner, qu'il a envie de réparer sa blessure narcissique sur le fait il n'a pas voulu se représenter à cause de justement d'Emmanuel Macron. Donc là, c'est cette inflation. Oui, tout le monde veut monter sur le manège et in fine, on va se retrouver. Je crois que c'est l'hémicycle qui avait fait le compte déjà des candidats, 37. On va avoir quoi une 45 candidats. Non, oui, mais en comptant les petits qui vont toujours venir. Lutte ouvrière, etc. Enfin... Oui, mais ça, ce sont les habituels, je suspecte, qu'on a à chaque, à chaque grand scrutin. Et c'est d'ailleurs, enfin, je fais juste une petite parenthèse. La montgolfière est chargée, là. Mais justement, non, mais ces candidatures vraiment extrême gauche, c'est vraiment spécifique à la France. Et on les a à chaque fois. Et c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Je pense que dans 50 ans ou 100 ans, quand on se penchera quand même sur la Ve République, cette présence régulière, je fais juste cette parenthèse que vous l'avez évoqué, les candidats trotskistes habituels, on en a toujours, non pas seulement un, mais on en a toujours 2 ou 3 en gros. Et ça, c'est vraiment le cas français typique qui ébahit un peu tout le monde, même si en effet, leur score cumulé dépasse ces derniers scrutins, en tout cas, rarement 2 ou 3%. Mais bon, ça, mis de côté, c'est vrai, vous avez raison de souligner l'inflation annoncée de candidature. Attention, la présidentielle, c'est un marathon. Il y a le tour de piste final entre les 2 tours, mais sinon, c'est un marathon et qui passe notamment par obtenir les fameux parrainages, qui sont quand même une course, là aussi, assez importante, qui se prépare bien à l'avance. Rappelons-nous, puisque vous citiez la primaire, faisiez allusion à la dernière primaire en 2022, la primaire populaire qui avait fait sortir une candidature de Christiane Taubira et qui finalement avait jeté l'éponge tout simplement parce qu'elle n'avait pas obtenu les 500 parrainages nécessaires. Donc là, oui, il y a inflation aujourd'hui, à gauche comme à droite et au centre, et surtout inflation et dans une espèce de poteau noir total, parce que en réalité, aucune figure ne ressort. Et là, si on a un Jérôme Guedj ce matin qui se lance en effet, alors vous disiez le grand bain, non, pour moi c'est le petit bain. Là, pour l'instant, on est dans le petit bain. Il y a beaucoup de monde dans le bassin, mais peu de têtes réellement émergentes. Et donc voilà, il tente sa chance-là. Vous avez raison, je pense que dans son optique, il y a cette idée de torpiller, cette idée de primaire, que finalement qu'Olivier Faure mène de manière assez solitaire. Alors sachant, il ne faut pas l'oublier, qu'à la fin, ce sont les adhérents PS qui trancheront. La date n'est pas fixée. 2 millions d'électeurs. Il n'y a pas 2 millions d'adhérents au Parti socialiste. Non, mais attention, ces 2 millions d'électeurs, c'est pas pour le PS, c'est pour l'ensemble. 2 millions, c'est la primaire. Non, d'accord, mais c'est la primaire Tondelier, Ruffin,
Olivier Faure, s'il réussit, on entraîner le PS. Et ça, le PS ne décidera qu'après les municipales. Il est prévu de consulter les adhérents pour savoir si oui ou non ils iront. Non, mais après, 2 millions, bien sûr, et on ne fera pas 2017, ou d'un côté comme de l'autre, celle des Républicains. Non, mais personne n'y croit. Mais personne n'y croit. Voilà. Cela dit, il y avait quand même eu du monde à la primaire populaire. Il y a, et aux émissions de télévision, je vous rappelle 5 millions de Absolument, ouais. Brice Sokol, dans tout ce qui a été dit là et tous les arguments que chacun a avancés sur justement cette montgolfière qui est un peu chargée, qu'il va falloir délester plus on approche de la présidentielle, est-ce que ça va être du jamais vu autant de candidats alors c'est Roland Carroll qui aime à dire, politologue aussi, la présidentielle ça les rend tous fous. Ça les rend tous un peu fous, mais c'est tous les 5 ans. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'un an et demi avant l'élection présidentielle, il s'y voit déjà. Vous avez une multitude de candidats. Ce qui est intéressant avec Jérôme Guedj, c'est que Jérôme Guedj, pour moi, est un marqueur. C'est-à-dire qu'il a commencé sa vie politique, il était attaché parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Il était dans le courant de Jean-Luc Mélenchon. Il a été élu conseiller départemental, président du conseil départemental de l'Essonne, toujours auprès de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il y a eu cette rupture. Et cette rupture, pour lui, c'est une rupture à la fois politique et affective. Ce qui explique ce positionnement aujourd'hui de Jérôme Guedj. Première rupture affective, ça a été après les événements du 7 octobre. Enfin, le fait que LFI n'ait pas reconnu le Hamas comme organisation terroriste, pour lui, ça a été une première rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Puis, s'en est suivi d'autres ruptures sur fond d'antisémitisme. Et vous vous souvenez, il a été candidat aux élections législatives en 2022 dans le cadre de la NUPES. En 2024, il a refusé de faire l'alliance avec l'extrême gauche et il a été élu parlementaire sous ses propres couleurs. Donc ça, c'est un premier marqueur. Et le deuxième marqueur, comme vous le disiez justement, c'est lui qui a fait essentiellement la passerelle entre Sébastien Lecornu et le premier secrétaire général du Parti socialiste. Donc ces deux marqueurs sont forts et il veut à travers cette volonté d'autonomie, de différenciation, essayer de marquer une partie de l'électorat de gauche. Mais ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est quand même Olivier Faure qui a négocié et qui était extrêmement proche de Sébastien Lecornu, encore davantage que Jérôme Guedj. C'est vrai que Jérôme Guedj était rapporteur de ce qu'on appelle le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi sur la sécurité sociale, et qu'il a été très en pointe là-dessus. Mais ce que je pense qu'il faut rajouter comme pont, c'est que Raphaël Glucksmann n'est pas membre du Parti socialiste. Et lui est membre du Parti socialiste, et comme vous l'avez dit, il en connaît les arcanes par cœur. Il a été à gauche, puis à droite. Et lui, il peut faire le lien. Autant François Hollande est le seul qui est resté tout le temps au Parti socialiste, chez les sociodémocrates. Bernard Cazeneuve est parti en 2022 et Raphaël Glucksmann n'a jamais adhéré au Parti socialiste. Il a créé son propre parti Place Publique. Donc en tant que ça, Jérôme Guedj peut se positionner comme celui qui a l'expérience, qui va aider à naviguer au sein du Parti socialiste, si vous voulez, parce que, comme vous dites, il en a été et à gauche et à droite pour des raisons différentes. Oui. Enfin, pour sortir de la gauche, il y a quand même quelque chose. On parle de quoi ? On parle de tas de petites primaires sur quelque chose qui ne représente même pas 50% de l'Assemblée nationale, gauche et droite réunis. C'est-à-dire qu'on comprend à la rigueur que quand un parti est digne d'être un parti de gouvernement, se dit un parti de gouvernement, gouverne ou veut gouverner, c'est-à-dire en cas d'alternance, comme ça, on comprend à la rigueur l'abondance de candidatures. Mais là, sur un corps électoral qui, gauche et droite confondues, fait 40% des votants, je ne compte pas ceux qui ne votent pas, donc qui fait encore moins. Je trouve que cette abondance montre qu'ils savent, ils ne maîtrisent plus la situation politique telle qu'elle est. Ils ne peuvent pas se conduire aujourd'hui comme ils se conduisaient quand ils étaient majoritaires ou l'un ou l'autre en alternance. C'est pas possible. Il y a un ridicule là-dedans, dans ce foisonnement de candidatures qui n'ont aucune chance. Non seulement de parvenir à une primaire, mais alors aucune chance de parvenir à la présidentielle. Je trouve que cet afflux est quand même incroyable. C'est un paradoxe à noter, excusez-moi, c'est un paradoxe à noter, c'est-à-dire que plus votre parti est faible, plus vous avez de candidats. Les deux partis aujourd'hui qui sont en dynamique, les deux extrêmes, ont un candidat, voire deux, susceptibles de se qualifier au second tour d'une élection présidentielle, ce qui ne s'est jamais vu sous la Ve République. Et les partis du bloc, j'allais dire social-démocrate, du Parti socialiste aux Républicains, vous avez là une kyrielle des candidats, mais vous avez des partis très affaiblis, vous n'avez pas de programme identifié
pour le grand public et pour leur électorat. Et c'est tout le paradoxe de l'élection présidentielle qui est en train d'arriver. Non, mais C'est à la fin un paradoxe. Pardon, je trouve ça tellement irresponsable. C'est même meurtrier, quoi, pour le bloc central. Si encore on peut employer le mot. Absolument. Oui et non, parce que c'est à la fois un paradoxe et une nécessité. C'est justement parce qu'il n'y a pas de tête et d'épaule dominante. Et là, quand même, petite parenthèse, Emmanuel Macron, quand il démarre, il n'y a pas grand-chose derrière non plus. Il arrive à bâtir quand même une espèce d'adhésion. Oui, mais parce qu'il fait ça. Exemple a exalté tout le monde. Bien sûr, a exalté tout le monde. Et en effet, Jérôme Gage, il aurait peut-être les yeux un peu grands en rêvant d'une destinée et d'une marche à celle du marcheur Macron. Mais juste une chose quand même, c'est que si on revient, puisque vous parliez tout à l'heure d'un peu de la classification de ce qui se passe à gauche dans le camp de gauche, puisque c'est comme de ça qu'on parle au premier chef. Il y a toujours de toute façon une gauche radicale. Bon, il y a longtemps, c'était le PC qui avait toujours son candidat systématiquement. Et puis le camp de la gauche, disons, de gouvernement, réformatrice, réformiste, social-démocrate, comme on voudra, de gouvernement en gros, et qui a aussi son candidat. Et c'est dans ce camp-là qu'il y a en effet une myriade. Non seulement il y a une myriade de petits candidats, parce que François Hollande, tout ancien président fut-il, il dépasse pas non plus de la tête et des épaules les autres. Pour l'instant, les deux seuls qui émergent, c'est en effet pour la gauche radicale, il sans avait contexte, commencé, rappelez-vous, à 3%, Mélenchon. Mais justement, mais c'est pour ça, il n'y a pas que Macron qui les fait rêver. Il y a peut-être aussi l'exemple de Hollande 2012, où en effet, monsieur 3%, et qui finit quand même président à la fin. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans ce magma, quand même, pour faire émerger quelqu'un, après tout, elle n'est pas idiote, la formule des primaires. Simplement là, le fait, c'est qu'en effet, personne n'est d'accord sur la méthode. Ce qu'il veut, Gage, c'est lui, pourquoi est-ce qu'il récuse la primaire donc lancée par l'écologiste Marine Tondelier, par l'ex-insoumis François Ruffin, et donc soutenu pour l'instant par Faure, mais lequel Olivier Faure n'a pas mandat pour engager le PS pour l'instant. Peut-être, excusez-moi, laissez-moi finir, peut-être l'aura-t-il après les municipales, mais ça, on verra bien. Mais donc, lui, il veut éviter ça parce qu'il craint que dans ce cas-là, en effet, il y a la tentation d'un rapprochement, notamment chez les écolos et Ruffin, avec un Mélenchon. Mais sinon, sur le principe, c'est pas idiot. Alors, simplement, c'est vrai que pour l'instant, Raphaël Glucksmann, lui, ça l'intéresse pas. Il pense, lui, en revanche, se voit davantage un destin, et en tout cas un chemin à la Macron, sauf que pour l'instant, lui, il ne cultive pas, il n'a pas encore trouvé le lien avec les Français. Sa compétence, elle n'est pas mise en question, mais on ne voit pas pour l'instant son histoire avec les Français. Cela dit, il y a un peu plus d'un an. Mais juste dernière toute petite chose, je pense que de toute façon, tout ça se décantera quand même forcément en bonne part après les municipales, parce que là, les rapports de force ont évolué, y compris à droite d'ailleurs, avec un Edouard Philippe. Sauf que le péril, là, est extrême. Oui, mais l'enjeu... En cas de péril extrême, on fait attention à ce qu'on fait, je veux dire. L'enjeu on s'unit plutôt qu'on se désunit. Voilà. Oui, mais l'enjeu de tout ce qui est en train de se passer, là, c'est de voir si oui ou non, à gauche ou à droite, on n'en sait rien encore pour l'instant, il y a quelqu'un dans ce pays qui est capable de battre le Rassemblement national. C'est quand même ça l'enjeu. Et que ce quelqu'un préférerait qu'il ne s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon, parce que de toute façon, Jean-Luc Mélenchon est le pire candidat de deuxième tour face à Marine Le Pen. Il est sûr de perdre, il est à 26% dans les sondages. Donc l'enjeu aujourd'hui est absolument considérable, c'est est-ce qu'il y a dans ce pays quelqu'un qui est capable de battre le RN. Et là, on voit bien qu'on est... alors, il y a les municipales quand même qui sont dans 6 semaines, qu'on ne peut pas enjamber. Et c'est vrai que le vote des municipales va être très lourd d'enseignement pour tout le monde. Est-ce que la gauche a plutôt voté extrême gauche? Est-ce que la droite a plutôt voté extrême droite? Quel est le rapport de force des uns et des autres? Quelles sont les alliances qui ont le mieux fonctionné? Tout ça, ça demeure des points d'interrogation. Mais à la place de Jérôme Gage, quand vous voyez que Marine Tondelier, Clémentine Autain, François Ruffin sont déjà ouvertement candidats, vous vous dites on ne va pas laisser le champ libre de l'autre côté. D'autant que, je termine moi là-dessus, Jérôme Gage est quelqu'un qui est capable de participer en plus à la recomposition, c'est-à-dire à récupérer les macronistes de gauche, parce qu'il va y avoir une recomposition. Oui, ceci étant, on a quand même un exemple qui vient de se passer sous nos yeux, la dernière partielle en Haute-Savoie, qui a montré à quel point... la porosité des électorats entre les Républicains et le Rassemblement national. Donc ça, quand même, c'est un exemple sur lequel on doit... Et en même temps, la faiblesse de ce qui lui a été opposé. Donc il me semble que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler, plutôt que de se dire que chacun peut apporter sa petite pierre, son petit gravier dans la balance. Quand même, ça nécessite peut-être de la part et de la gauche et de la droite une
quelques réunions ou quelques réflexions pour se dire il nous faut un candidat commun, et si on n'a pas un candidat commun, on peut tous aller se rhabiller. C'est la vraie Voilà. question. C'est-à-dire, sous la Ve République, on pourrait avoir pour la première fois, en raison du tripartisme, peut-être, à un moment donné, une discussion avec l'ensemble des acteurs du bloc central pour avoir qu'un seul candidat qui représenterait les sociodémocrates de droite et de gauche. Je pense qu'il ne faut pas, Oui, mais comment vous faut pas trouvez Le bloc s'interdire. central, il n'est pas très social-démocrate pour l'instant. Hein. Il Oui, est plutôt- mais- Oui, mais Ouais, par exemple, le un budget est Édouard quand même Philippe, passé, on le donc il y met a des quoi? gens qui On l'ont le fait met dans passer. le Il y a bloc central, un Édouard Philippe, ou dans le bloc, bloc central. Dans le bloc central. Bah, vous aurez Gabriel Mais Attal. regardez ce qui se passe aujourd'hui à Donc, l'Assemblée oui. depuis des mois. Ça Darmanin. peut être vraiment Ouais, pas ouais, pour non, cette mais solution. oui. Non, Ce mais serait peut-être c'est une idéal. hypothèse, je ne dis pas que ce sera celle-ci. Oui. Mais si le vrai sujet, c'est qui sera au second tour de l'élection présidentielle au moment où nous parlons, comme vous le disiez justement, face au Rassemblement national. C'est ça. Avec un ticket d'entrée qui, comme dit Mélenchon, est autour de 14 et Et tout- 15. et C'est-à-dire entre- avant, avec 14%, entre 14 et 16%. on était sûr d'être Absolument. relayé, et relégué aux oubliettes. Absolument. Là, le ticket d'entrée est à 15%. Voilà. Après, juste une chose, si les Français, à la fin, veulent des extrémistes au pouvoir, je veux dire, le Oui. vote en France, il est démocratique et il se respecte. sûr. Bien sûr. Je trouve qu'il ne faut peut-être pas trop répéter l'enjeu, parce que les Français, ils ne pensent pas forcément comme les journalistes, les éditorialistes sur les plateaux. Il y a un moment, regardez, malheureux... Enfin, ok, personnellement, ça m'embête, mais je respecte totalement ce qui se passe dans les urnes, et force est de constater que ce soit en Europe, dans quand même bien des pays, et depuis maintenant un certain temps, Giorgia Meloni en Italie il y a 2 ans, Orban, ça fait quand même 10 ans qu'il est élu, réélu plus de 10 ans même en Hongrie et d'autres pays, évidemment les États-Unis, bref, il y a quand même un souffle populiste, souverainiste, nationaliste qui est là, qui est très présent, et donc très bien, si en effet il y a peut-être des forces qui arrivent à amener plus de rationalité et comment dire, et contenir ce souffle-là, mais à la fin, ce sont quand même les électeurs et les urnes C'est pour ça que moi, quand je disais décident. les enjeux, je voulais pas Oui. dire que c'est le nôtre d'enjeu. Non, c'est pas C'est pas le nôtre, c'est le leur. C'est l'enjeu quand pour même. eux. C'est leurs enjeux à C'est eux. leur enjeu à eux. Alors, C'est eux qui jouent à la politique. c'est Ouais, pas- mais nous, c'est on très bien regarde. de la rappeler. Alors Marine Le Pen, elle attendait fiévreusement les réquisitions du parquet à son procès cette semaine. Alors pas d'exécution provisoire, mais 5 ans d'inéligibilité et 4 ans de prison, dont un ferme. Le jugement sera rendu à l'été. Alors, est-ce que le plan Bardella est en train de devenir une certitude? Évidemment, on n'est pas juge, donc on n'a pas la réponse et on voit pas non plus, on lit pas dans le mar de café. Mais globalement, ça reste très incertain, voire fini pour Marine Le Pen. Le fait que les réquisitions aient demandé 5 ans d'inéligibilité n'est pas bon pour elle, parce qu'on sait qu'au-delà de 2 ans, ça ne passe plus. Si elle a plus que 2 ans, il lui faut 2 ans maximum d'inéligibilité pour pouvoir se présenter. Donc la réquisition n'est pas le jugement, hein, donc il faut attendre le jugement pour avoir quelque chose de définitif. Mais disons que si la réquisition avait été de 2 ans, ça aurait pu donner une indication d'une certaine clémence et d'un adoucissement de la réquisition par rapport à la première instance, puisqu'elle avait changé pas mal de stratégies de défense pour obtenir un petit peu de clémence des juges. Cette clémence, elle ne l'a pas obtenue du parquet. À l'heure d'aujourd'hui, on sait que c'est ça, que le parquet requiert pareil que la dernière fois. Ça ne s'est pas allégé. Donc, il faut encore attendre le jugement définitif. Mais pour l'instant, la situation n'est pas fondamentalement différente de la première instance. Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce procès. Elle a abordé elle-même le procès avec la volonté d'être plus ductile qu'au premier, c'est-à-dire à dire aux magistrats, oui, c'est vrai, j'ai peut-être commis une erreur. Bon, et moi, je me suis dit, bon, ils ont adopté une stratégie plus moins définitive, qui est circuler, il n'y a rien à voir, ça regarde l'Europe, ça ne vous regarde pas. Bon, ça leur pas réussi. Bon. Mais ce que j'ai trouvé ahurissant, c'est que le procès soit si mal préparé. Parce qu'enfin, tous les gens qui ont été, tous les attachés parlementaires ou personnels du Rassemblement national qui ont été interrogés, on dit de grosses bêtises. Quand un type dit « moi je suis un attaché parlementaire, mais pour tout le monde », et je ne savais pas qu'il fallait habiter en Belgique, ou je suis attaché parlementaire de 3 personnes à la fois. Bon, tout ça, on aurait pu les faire répéter avant. Enfin, je veux dire, un procès, ça se prépare, et j'arrive pas à comprendre comment elle a préparé, elle, son attitude, mais elle n'a pas du tout préparé celle des autres. Alors, vraiment, c'est incompréhensible. Il y a les faits quand même. Hein. Oui. L'instruction, elle a duré
très très longtemps. En réalité, s'il y a eu autant de renvois, si le procès est venu aussi tard, c'est parce qu'il y a eu d'innombrables recours de la part du FN puis du RN quand le parti a changé justement pour délayer un petit peu les choses. D'ailleurs, maintenant, peut-être qu'ils en payent un peu les pots cassés parce qu'à la limite, le procès se serait tenu plus tôt. La question de l'inéligibilité serait moins cruciale. Mais juste une chose pour répondre à ce que vous disiez quand même. Attention, tout ce que vous décrivez là, ça a été établi par l'instruction. Et donc, ils auraient eu beau dire ce qu'ils voulaient. Regardez un Julien Audoul, aujourd'hui député. Oui, mais ça suffit pas. Au moins, il y a les faits. Un procès, un jugement, ce sont les faits. Et par exemple, ce qui abonde dans le sens des exemples que vous preniez, c'est Julien Audoul, qui était à l'époque attaché parlementaire. Sa parlementaire, son eurodéputé, il l'a découvert 6 mois après. Il ne les connaissait même pas. Enfin, je veux dire, et tout ça, le dossier est rempli de tout cela. En fait, ils n'ont pas mutualisé les assistants parlementaires, comme l'a prétendue Marine Le Pen. Ils ont mutualisé les enveloppes budgétaires pour en faire ce qu'ils voulaient. Mais juste une chose, je trouve que moi, ce qui m'a surtout frappé dans cette deuxième édition, donc dans ce procès en appel, vous avez raison, l'attitude de Marine Le Pen, en effet, a beaucoup changé. C'est plus le coup d'état des juges, c'est plus l'Europe, voilà. C'est davantage, on ne savait pas ce qu'on faisait, on était de bonne foi, on connaissait pas les règles, et voilà. Mais il fallait que tout le monde plaide la même chose, au moins, même avec. Mais ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé au fait, parce que regardez, finalement, le jugement il est le même. Mais simplement, ce qui a beaucoup changé, c'est que je parlais de son attitude presque politique, parce que pendant plusieurs jours, elle n'a pas du tout parlé aux journalistes. À la fin, elle a commencé à le faire, et un de mes confrères a remarqué quelque chose de significatif quand il lui a demandé alors aujourd'hui la présidentielle, le plan Bardella, etc. D'habitude, elle évacuait la question d'un geste quand même très 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 ferme. Là, elle a dit je sais pas. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, dans sa tête, sa conviction est faite. Elle va pas flinguer la présidentielle pour son parti, comme elle le dit elle-même. Brice Sokol, on a l'impression quand même que elle a eu le nez creux. Soit elle a un don de médiumnité, soit parce que quand même mettre un dauphin, peu de partis font ça, c'est-à-dire qu'ils désignent. Peu d'hommes font ça en tout cas, peu d'hommes. Oui. Peu d'hommes. En l'occurrence, là, c'est une femme. Oui, non, pardon. Juste. Et donc elle désigne et finalement. Il aura au moins servi à ça, mais ça vient à ma deuxième question. Ça, c'était plutôt un commentaire. Ma deuxième question, c'est quand dans le fond, on a l'impression que l'électorat Rassemblement National, que ce soit bonnet blanc ou bonnet, c'est-à-dire Marine Le Pen ou Bardella, ils font à peu près le même score, en tout cas dans les sondages. Absolument, et ça, c'est quand même étonnant. C'est intéressant ce que vous relevez, c'est que quelles que soient les décisions de justice, qu'elle soit candidate ou qu'elle ne soit pas candidate, aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, elle est toujours entre 33, 34 ou 35%. C'est-à-dire, voilà à peu près le niveau de M. Bardella, peut-être un petit peu moins. Ce qui est intéressant, c'est l'électeur du Rassemblement national considère que M. Bardella ferait un meilleur candidat que Marine Le Pen. Alors que lorsqu'on fait les sondages auprès d'une majorité de Français, ils considèrent que ce serait Marine Le Pen qui ferait un meilleur candidat. Donc c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est aussi le fait que le Rassemblement national, aujourd'hui, n'apparaît plus comme un parti d'opposition, mais comme un parti d'alternance. Et ça, c'est nouveau dans la vie politique française. Ça, nous l'avons constaté depuis un an et demi. Et quand on regarde un peu l'évolution du vote du Rassemblement national, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, il y avait 8 parlementaires. En 2022, il y en avait 89. Et aujourd'hui, nous en sommes à 142. C'est-à-dire que vous avez entre-temps les élections européennes, avec un score que vous connaissez extrêmement important, de la liste du Rassemblement national. Donc, ils sont en dynamique. Et quelle que soit la décision de justice, alors qui va peut-être ou pas disqualifier Madame Le Pen, Monsieur Bardella ne sera pas inquiété par cette décision de justice, dans le sens où l'électoral continuera à leur faire confiance. Oui, mais moi, ma question, pardon, et il me reste une question qui me turlupine tout de même, c'est que ce jeune homme est quand même là, dans cette vie politique, depuis qu'il a émergé, on va dire, depuis 5-6 ans. Et il est arrivé au même niveau que Marine Le Pen en termes de popularité. Là, il y a un dernier sondage au Doxa Backbone pour le Figaro. 69% considèrent qu'il est un meilleur candidat que Marine Le Pen. Comment il a fait tout chemin
pour arriver à cette popularité incroyable? Parce qu'il y a une différence absolument quelqu'un a la fondamentale réponse. entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est que Marine Le Pen, elle est très à droite, d'extrême droite, on va dire, sur la partie l'immigration, l'identité, tous ces sujets-là. Mais elle a un programme économique qui n'est pas de droite, qui est même de gauche, avec la retraite à 60 ans. Oui. Avec, et lui, il est etc. plus libéral. Et Donc, lui, c'est extrêmement différent. Lui, il est tout à fait libéral. donc il plaît au patron, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, il plaît beaucoup plus à la droite sur le fond que Marine Le Pen. Il a un vrai programme de droite de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, et d'ailleurs, il est en train de rallier Marion Maréchal. Il discute avec Sarah Knafo, etc. C'est un vrai candidat de droite, tel que la droite l'aime, qui n'est pas compliqué, qui n'est pas là à dire il faut faire du social, le populaire c'est important, les populations, etc. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est qu'il arrive quand même à garder cet électorat populaire pour l'instant. Mais cela dit, moi, ceci étant dit, je crois quand même que Marine Le Pen est une meilleure candidate parce qu'elle a roulé sa bosse, elle a déjà été 3 fois candidate, elle commence à connaître le sujet. Jordan Bardella, pour avoir suivi la campagne des élections européennes, il est quand même extrêmement mal à l'aise dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a une opposition face à lui. C'est quelqu'un qui a une expérience, qui est extrêmement faible, parce qu'on parle d'Emmanuel Macron, mais c'est pas du tout pareil. Il avait été secrétaire général de l'Élysée, il avait été ministre de l'économie, il savait de quoi il parlait, c'était un grand banquier. Je veux dire, Jordan Bardella, il est sorti du biberon pour aller directement au Rassemblement national et pour aller directement militer. Donc, il me semble que quand même les électeurs français sont exigeants et qu'il n'est pas impossible qu'au fur et à mesure de la campagne, les choses se dévoilent autrement. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un désir de Rassemblement national. Plutôt que tel ou tel candidat, le Rassemblement national, les gens disent on n'a pas essayé, il n'y a plus que qu'on peut essayer. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la préférence entre Bardella et Marine Le Pen. Je pense que quand même, l'avenir du Rassemblement national, c'est d'ouvrir effectivement à la droite. Or, je trouve que de ce point de vue, à la droite classique, mettons, à la moitié des Républicains, or, ça, je crois qu'il est plus qualifié pour le faire. C'est-à-dire, on dit la même chose. Il y a eu une génération de Le Pen qui a été à l'extrême, c'est son père. Il y a eu 20 ans de Marine Le Pen derrière, qui ne sont pas et qui n'ont pas voulu ce rassemblement avec la droite. Le seul qui le veut et qui le cherche à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est bien Bardella. Et c'est pas un hasard s'il a écrit des mots gentils à Nicolas Sarkozy. Et si Nicolas Sarkozy l'a vu, c'est pas un hasard. C'est qu'il parlait de la personnalité de l'homme. La personnalité moins connue pour son extrême droite familiale, si j'ose dire, a sans doute plus de facilité pour aborder. Et encore une fois, non seulement il a plus de facilité, mais il le fait. Il le cherche. Il cherche le rapprochement. Globalement, je suis assez d'accord. La seule nuance quand même, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui caractérise le programme économique, la vision économique de l'une comme de l'autre, c'est d'abord le flou. Il a suffi de voir les votes successifs et incohérents, dans la majeure des cas, tout au long de la discussion budgétaire, de la préparation du budget, des élus RN, pour constater que tout ça reste quand même encore... je reprends l'expression tout à l'heure, un peu au noir. On ne sait pas bien, en réalité, quelles sont les convictions. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire qu'en gros, il y a un RN du Nord, plutôt Marine Le Pen, avec cette fibre, comme vous disiez, plutôt sociale, souverainiste, nationaliste, ce qu'on voudra. Et puis en bas, le côté, populaire, les héritiers, oui, mais authentiquement populaire. Et en bas, dans le sud, les héritiers du poujadisme, les petits patrons, etc. Alors c'est vrai que tous les deux, par exemple, dans le Parisien, il n'y a pas très longtemps, on avait révélé, je dis on parce que j'y suis pas parti depuis il y a si longtemps, on avait expliqué à quel point les deux candidats potentiels, donc Marine Le Pen et Bardella, avaient des rendez-vous réguliers avec le patronat. Ça, c'est vrai. Il y a une entreprise de séduction qui remonte déjà maintenant à un certain temps envers le patronat. Rappelez-vous pourquoi ? Parce qu'en 2015, ils avaient été récusés par le MEDEF quand ils étaient aux portes de la prise de région aux élections régionales, non pas les dernières, mais celles de 2015. Et il y avait une prise de position du MEDEF en disant ni LFI, ni Mélenchon, ni Le Pen, ni LFI, ni RN. Néanmoins, pour moi, ce qui fait le cœur, l'ADN vraiment de ce parti, et donc ce que veulent les électeurs, c'est d'abord la
l'aspect préférence nationale. C'est ça qui est le cœur du parti. Et là-dessus, Bardella, mais il est évidemment totalement en phase avec Marine Le Pen. Et vous verrez que plus on ira dans la campagne, c'est là qu'est la vraie question. Est-ce qu'en effet, un Jordan Bardella est suffisamment capé pour affronter tous les débats qu'il y aura? Mais enfin, le fait est que c'est vrai que pour l'instant, on a vu ses faiblesses. Ne serait-ce que quand il se fait tacler par Roselyne Bachelot sur quelle énergie, etc. Ou quand il s'émeut beaucoup trop d'un entartage, somme toute, assez classique dans une vie de politique. Bon, bref, on sent des fragilités. On sent aussi quand même quelqu'un qui progresse, qui est là et qui commence à travailler. Commence seulement, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des personnalités de M. Bardella ou de Mme Le Pen, les thématiques aujourd'hui qui intéressent les Français, que ce soit les thématiques nationales ou les thématiques municipales, ce sont les mêmes. 1, l'insécurité. 2, services publics santé. 3, le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marine Le Pen, tout le monde l'attendait en 2022 sur la thématique de l'immigration, elle est arrivée sur la thématique du pouvoir d'achat. Donc ces 3 thématiques restent prégnantes, après presque 10 ans de macronisme, restent prégnantes auprès d'une majorité de Français. Le pouvoir d'achat reste, bien sûr. Oui, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, c'est le sujet numéro 1. Non, mais ça peut bouger. Et Bardella, il ne parle jamais du pouvoir d'achat. Et ces thématiques-là sont cultivées depuis des années par le Rassemblement national. Donc il y a une adéquation, je ne dis pas que ça va matcher jusqu'au bout, mais il y a une adéquation entre les ressentis des Français et les thématiques portées depuis plusieurs années par le Rassemblement national. Voilà. Et donc, je rajouterai cette notion que vous soulignez, cette notion de souveraineté. Moi, j'aime pas le mot identité, j'aime pas le mot nationalisme. Oui, mais ce sont leurs mots. Cette notion de souveraineté, elle est aussi au cœur. Elle a été au cœur des mandats d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, souveraineté économique, souveraineté stratégique, militaire, etc. Mais qu'a-t-on fait de cette notion de souveraineté? Elle marque les Français, elle intéresse les Français. Et qui porte réellement ces thèmes? Ce sera d'ailleurs pour moi, des thèmes les plus clivants de la campagne des élections présidentielles. Vous avez raison, parce que la gauche, par exemple, les candidats de gauche ne mettent pas la sécurité. Ils continuent. Ils ne l'avaient pas fait naturellement en 2022, ils ne l'ont pas fait non plus en 2017, mais ils ne mettent pas effectivement la sécurité au numéro 1 de leur programme. Et c'est toujours, on voit très bien qu'il y a quand même une partie du Parti socialiste qui trouve que mieux vaut ne pas parler d'insécurité, de terrorisme, etc., que c'est pas leur thèse et que c'est pas sur cette thèse-là, en tout cas, qu'on fait une primaire au Parti socialiste. Alors, Non, je disais juste que le terrorisme, ils ont quand même affronté, je veux dire. Oui, non, mais justement. Charlie Hebdo, le Bataclan, Je vous rappelle que c'est ça qui a créé le malaise essentiel du Parti socialiste avec les frondeurs. C'est quand même l'attitude. Non, mais il y a une partie du Parti socialiste qui est très. Mais oui, ça a créé une césure qu'on a retrouvée d'ailleurs après avec le lien avec LFI au courant, justement, en plein milieu des débats. Mais c'est marrant de voir aujourd'hui que Jérôme Guedj, qui est un ex-frondeur. C'était vraiment le débat des gens de la nationalité. C'est là qu'il y a eu la casse. Mais Jérôme Guedj, qui est un ex-frondeur, se retrouve maintenant il n'y a pas eu de front. le plus pro-israélien de tous les socialistes. Les amis, je voudrais dire un mot sur Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, pris dans les filets de l'affaire Epstein. Alors, il se sent pourtant blanc comme neige, selon son expression. Alors, des voix s'élèvent pour demander sa démission de l'Institut du monde arabe. Il reconnaît avoir sollicité le financier pour près de 58 000 $ pour réaliser un film sur les années Lang-Mitterrand. Il affirme n'avoir jamais eu vent des condamnations, alors que sa fille, elle, a démissionné de ses fonctions, la fille de Jack Lang. Est-ce que cette affaire est choquante, selon vous, Henri Vernet ? Bien sûr qu'elle est choquante, évidemment. Elle est choquante, elle pose 1000 questions. Pas que pour Jack Lang, d'ailleurs. C'est vrai que comme c'est le nom le plus connu, puis quand même c'est l'imbrication la plus tangible qui apparaît. Pour ce qui concerne le volet français, bien évidemment, c'est lui qui est au centre du cyclone, parce que c'est vraiment une tempête autour de lui. Oui, c'est choquant. Alors, encore une fois, on peut tout à fait avoir des rapports, qu'ils soient professionnels ou autres, avec un Epstein dans ces années-là. Mais on peut les avoir si on passe outre toutes les considérations morales, tout simplement. Parce que moi, ce qui est troublant, je dis il y a 2 jours d'ailleurs sur notre antenne, c'est que quand Jack Lang dit qu'il tombe de l'armoire en 2019, alors qu'il est condamné en 2008. Alors qu'il est condamné, il est poursuivi depuis 2008, donc depuis déjà une dizaine d'années, on sait très bien à quel point ce personnage est néfaste, quoi. C'est quelque chose qui est connu. Et donc, oui, c'est choquant. La manière aussi dont il
finalement dont il se justifie aujourd'hui un peu partout. On sent bien qu'il n'y a pas, il s'indigne pas réellement. Enfin, il semble pas le faire, mais ça c'est son droit. Mais juste une remarque là-dessus, démissionner, quand même, oui, ça semblerait assez logique, parce que c'est quand même un institut qui est fragilisé par ça, l'Institut du monde arabe. Alors, il faut bien reconnaître d'ailleurs que Jack Lang lui avait redonné un petit peu de vie et d'éclat à cet institut. Ça fait 12 ans qu'il le préside, mais donc là, il est fragilisé. Et c'est vrai que Jack Lang, c'est vraiment quand même troublant et choquant. Voilà. Et juste une dernière chose, en France, le problème, c'est qu'on ne démissionne pas. Est-ce que la présidente du Louvre a démissionné? Absolument pas. Moi, ce qui me frappait, c'est que au même moment, vous aviez au Royaume-Uni, il y avait une grosse affaire à la BBC, grosse affaire. Il y avait un reportage sur Trump qui avait été truqué. Ça avait fait, le président de la BBC avait démissionné pour ça. En France, on cambriole le Louvre, il y a nos problèmes, quoi. Là, aujourd'hui, Peter Mandelson, il a démissionné. C'est donc l'ancien ministre, commissaire européen britannique, lui aussi embarqué dans ses liens avec Epstein. Il a démissionné. Donc voilà, en France, on n'a pas le même rapport avec l'honneur et avec la responsabilité. Je trouve qu'il faut quand même distinguer 2 points. Il y a une distinction entre le Epstein criminel sexuel, comme il a été jugé, et la raison pour laquelle il s'est suicidé, c'est bien celle-là, et puis l'homme d'argent. L'homme d'argent capable de ménager des ponts entre, je sais pas, Poutine et je ne sais quel industriel. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est... il y a deux poids, deux mesures entre le criminel sexuel et les gens qui ont continué, comme Madame de Rothschild, la banquière suisse, à avoir des liens des liens d'amitié avec Epstein, alors qu'elle savait qu'il était menacé. Ça peut arriver, mais il faut distinguer vraiment les 2 points. Il reste 30 secondes, Valérie. Non, mais moi, Jack Lang a 86 ans, il s'est battu comme un chien pour avoir la présidence de l'Institut du monde arabe, alors que Jean-Yves Le Drian a été un super bon candidat face à lui. Il a remporté cette bataille, j'ai jamais compris pour quelle raison, alors que Jean-Yves Le Drian venait de passer 10 ans au service d'Emmanuel Macron et vraiment a mouillé sa chemise. Donc je pense que tout a un temps, et je suis d'accord avec Henri pour dire que les gens peuvent aussi démissionner. Sa fille a démissionné d'ailleurs. Elle a eu raison. Oui. Merci à tous pour vos commentaires éclairés. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Ah non, ça ne sera pas moi la semaine prochaine, ce sera un remplaçant. Écoutez, merci en tout cas à Flore Simon d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.